Jorge Humberto Martins Cartes vit le jour un 5e janvier 1978 à Mexico. Les informations concernant sa famille sont rares et proviennent essentiellement de ses propres déclarations lors d'interviews. Il y évoquait une jeunesse difficile, marquée par une mère qu'il décrivait comme violente, et un père, au contraire, effacé. Ces relations familiales tumultueuses ont peut-être contribué à forger un jeune homme peu expressif, au caractère instable et même cruel. Jorge gagna sa vie comme serveur dans divers bars de Mexico, notamment dans les quartiers de la Zona Rosa et de la Candelaria. C'est dans ces mêmes quartiers qu'il entama sa carrière criminelle. En 2010, la vie de Jorge bascula lorsqu'il fut incarcéré, accusé d'un vol particulièrement grave. Condamné à 4 années derrière les barreaux, il bénéficia toutefois d'une clémence inattendue. Son casier vierge et l'indulgence du juge lui permirent de recouvrer sa liberté sous caution. Il ignorait alors qu'il laissait libre un homme qui deviendrait, des années plus tard, l'un des criminels les plus recherchés du Mexique. Une fois sorti de prison, Jorge rencontra Adriana Ramas, une jeune femme dont il tomba éperdument amoureux. Au début, il se montra doux et attentionné, mais à mesure que leur relation s'intensifiait, un côté sombre se révéla. La tendresse laissa place à la violence, et l'amour se transforma en une épreuve douloureuse pour Adriana. Pendant des mois, Adriana a enduré les coups de Jorge. Mais un jour, lasse de cette brutalité, elle a décidé de rompre. Jorge, incapable d'accepter cette séparation, l'a traînée une nuit par les cheveux en bas des escaliers et l'a rouée de coups, lui fracturant le nez. Non content de cela, il a ouvert le gaz de la cuisinière et, un briquet à la main, l'a menacée. Il a juré que si leur amour était impossible, ils mourraient ensemble sur le champ. Face à cette menace, Adriana s'est débattue avec acharnement. Mais il l'a attrapée à la gorge, tentant de l'étrangler. Avec une détermination féroce, elle parvint à se dégager et empoigna une masse qui traînait à portée de main. Adriana, animée par une rage libératrice, se mit à frapper Jorge avec une force inouïe. Ses coups, portés avec acharnement, l'empêchèrent d'atteindre la porte et de s'échapper. Ainsi, elle le chassa de son appartement, le bannissant à jamais de sa vie. Adriana l'ignorait à cet instant, mais son courage venait de la libérer des griffes d'un homme qui, peut-être, était déjà un meurtrier en puissance. Malgré le dépôt de plainte qui suivit, Jorge, tel un fantôme, réussit à se volatiliser, échappant à toute forme de justice. Son impunité laissait un goût amer, une cicatrice invisible mais profonde. En 2011, la vie d'un homme suivait son cours, jusqu'à sa rencontre fatidique avec une jeune femme qui, hélas, allait devenir l'une de ses victimes. Il s'agissait d'une jeune Coréenne de 18 ans, prénommée Yang Kun Jun Borega. Elle vivait auprès de ses parents et entretenait une relation fusionnelle avec sa mère, Monica Borega, et ses 2 sœurs. Yang était une jeune femme brillante et pleine de joie de vivre, passionnée par le sport, les plaisirs de la table et les sorties entre amis. Étudiante en psychologie, elle travaillait également dans un restaurant situé dans la Colonia Roma, l'un des quartiers les plus prospères et huppés de Mexico. C'est dans ce quartier animé que Jorge et Yang firent connaissance, dans le bar où ils travaillaient. Un simple regard, un éclair dans le jour, et la jeune femme fut irrésistiblement attirée. Quelques rencontres suffirent pour qu'une romance tumultueuse, malheureusement teintée de violence, éclot entre eux. Malgré cette relation toxique, faite de ruptures et de réconciliations orageuses, Yang, à l'âge de 19 ans, décida de s'affranchir de l'autorité parentale et emménagea avec Jorge dans son appartement. Ce fut le début d'une descente aux enfers. Le contrôle de Jorge sur sa compagne se fit de plus en plus oppressant. Il la harcelait d'appels incessants durant ses heures de travail, lui interdisait de fréquenter ses amis et se permettait même de choisir les vêtements qu'elle devait porter. L'appartement, censé être un nid douillet, se transforma en une prison dorée pour Yang. Lorsque Yang manifestait la moindre objection, Jorge la foudroyait d'une avalanche de mots blessants, et parfois ses poings se joignaient à l'assaut. Malgré cette tempête qu'elle endurait, la jeune femme s'efforçait de dissimuler l'enfer qu'elle vivait au quotidien. Elle prit ses distances avec sa famille, se murant dans le silence pour épargner à ses parents le spectacle déchirant de son calvaire. Yang confia ses souffrances à un cercle restreint de personnes. Seule sa sœur Anna,
et quelques amis les plus intimes furent ses dépositaires de ce lourd secret. On lui avait pourtant conseillé d'oublier Georgi, et bien qu'elle l'ait quitté à plusieurs reprises, elle finissait toujours par revenir. En presque 3 ans de relation, Janka s'était métamorphosée. La jeune femme joyeuse et pleine de vie s'était muée en une personne soumise et craintive. Elle avait même sacrifié sa longue chevelure, qu'elle chérissait tant, dans l'unique but de plaire à son compagnon. Les disputes, elles, ne faisaient qu'empirer, assombrissant un peu plus leur quotidien. Un soir, alors que Yang rentrait tard, Georgi lui refusa l'entrée de leur domicile. Une autre fois, il lui interdit de sortir. Il alla jusqu'à brûler ses vêtements et la pourchassa dans tout l'appartement. Cette spirale infernale prit fin à la fin du mois d'août 2014, lorsque, après une violente dispute, Yang prit la décision déchirante de retourner vivre chez ses parents. Bien que son ami l'ait poussé à déposer une plainte contre Georgi et qu'elle fût fermement résolue à le quitter définitivement, l'histoire prit une tournure tragique. Comme lors de précédentes séparations, elle avait fini par retourner vivre avec lui dans le même appartement. 2 semaines plus tard, au petit matin du 21 septembre, elle fut découverte sans vie. C'est Georgi lui-même qui aurait fait la macabre découverte. Janka pendait au plafond, un foulard noué autour du cou, et son corps portait de nombreuses ecchymoses, notamment sur les jambes. Dans sa déposition à la police, l'homme affirma avoir quitté le domicile le 20 septembre à midi, alors que Janka dormait encore. Il prétendit être rentré de son travail au bar tôt le lendemain matin, pour la trouver ainsi, suspendue dans le vide. Ce fut alors qu'il alerta les autorités et la famille de la jeune femme. Monica, sa sœur, et sa fille Anna arrivèrent en hâte. À leur arrivée, la police était déjà sur les lieux, des experts s'affairant à extraire le corps, gisant au sol, pris au piège entre les meubles. Georges, le partenaire de la défunte, relata la voix brisée comment il avait désespérément tenté de la secourir avant qu'elle ne chute du plafond. Les officiers, avec une froideur professionnelle, annoncèrent à Monica que sa fille avait choisi de mettre fin à ses jours. Sous un voile de suspicion, l'enquête progressait, guidée non seulement par les preuves matérielles, mais aussi par le récit concordant de Georgi. Bien que l'évidence s'accumulât, les parents de la jeune fille, plongés dans un état de choc plutôt que de désespoir, restaient incrédules. Jamais, disaient-ils, ils n'avaient perçu chez leur fille le moindre signe de détresse ou d'inclination funeste. Au poste de police, l'autopsie révéla une asphyxie comme cause du décès. Néanmoins, lors de la restitution du corps, les proches découvrirent des ecchymoses sur les jambes de la jeune femme, une observation troublante. Georges, pour sa défense, expliqua que, pris de panique en découvrant Yang, il avait tenté de la déposer au sol, mais que son corps lui avait échappé, causant ainsi une chute accidentelle. Une explication qui, loin de dissiper le mystère, ne faisait qu'épaissir le brouillard entourant cette tragique disparition. Monica était rongée par le doute, incapable de croire la version de Georges, surtout après avoir entendu les témoignages accablants des amis de Yang. Ils dépeignaient une relation tumultueuse, émaillée de conflits incessants. Lors de l'interrogatoire mené par les officiers, les proches de la victime révélèrent des détails troublants sur le comportement de Georgi. Certains le décrivirent comme un homme excessivement jaloux et même violent. Malgré ces révélations, les autorités semblaient peu enclines à creuser plus profondément. Contre toute attente, l'enquête fut rapidement close, concluant au suicide de la jeune femme de 21 ans. Comble de l'indifférence, les policiers suggérèrent à la famille de procéder à la crémation du corps, effaçant ainsi toute possibilité d'une contre-expertise. Bien que la mère de Yang n'en fût pas totalement convaincue, ils prirent une décision irrévocable, mettant fin à toute possibilité d'analyse médico-légale ultérieure. La disparition de Yang laissa derrière elle une famille dévastée, sa mère plus particulièrement. Monica se retrouva seule face à un chagrin immense, cherchant refuge dans l'alcool et le tabac pour étouffer sa solitude. Elle s'éloigna de son mari, et la vie familiale devint un véritable calvaire, au point que l'une de ses filles quitta le foyer, incapable de supporter plus longtemps cette souffrance. Cependant, les doutes persistants de cette femme endeuillée s'avérèrent plus forts que son chagrin, la poussant à poursuivre inlassablement sa quête de vérité pour comprendre les circonstances mystérieuses de la mort de sa fille. Monica était plongée dans ses pensées, 3 préoccupations majeures la tourmentant. Premièrement, sa fille chérissait la vie avec une telle passion qu'elle refusait de croire à la thèse du suicide.
Ensuite, ses ecchymoses constellant son corps, suggérant une lutte bien plus violente qu'une simple chute. Et enfin, un détail troublant et presque incongru, une mèche de cheveux manquante, comme arrachée. Dès lors, une détermination farouche s'empara de Monica, la poussant à entamer sa propre enquête, guidée par l'amour maternel et un instinct qui hurlait à l'injustice. Elle exigea les enregistrements de la caméra de surveillance installée chez sa fille. L'examen des images révéla que la dernière personne à l'avoir fréquenté ce jour-là était George. Prise d'une détermination farouche, elle engagea sur le champ des avocats et fit appel à un expert médico-légal, résolu à faire éclater la vérité. L'analyse indépendante des causes du décès, menée par un médecin privé, remit en question les premières conclusions hâtives. L'expert expliqua que si Yank avait mis fin à ses jours, son corps aurait présenté des caractéristiques spécifiques, des traces absentes des rapports d'autopsie officiels. Selon l'enquête initiale, des marques profondes sur le cou de la victime suggéraient une strangulation préalable à une mise en scène macabre. Un foulard avait servi à suspendre le corps au plafond, dissimulant ainsi l'acte odieux. De plus, la couleur violacée des ongles de la jeune femme témoignait d'une lutte désespérée pour sa survie. Un expert légiste, consulté en secret par la famille, confirmait d'ailleurs sans équivoque cette conclusion accablante. Alors une question lancinante hantait l'esprit de Madame Yank. Comment la police avait-elle pu ignorer ces preuves irréfutables et conclure à un suicide? Un voile de mystère enveloppait désormais cette affaire, laissant planer un doute insupportable sur la véritable cause du décès de sa fille. Après 7 mois d'enquête acharnée, Monique mit au jour une série d'irrégularités troublantes dans le déroulement de l'affaire Yankee. Elle découvrit, entre autres, que sa fille avait signalé à plusieurs reprises aux autorités les violences perpétrées par George, sans jamais obtenir le soutien nécessaire. De plus, Monique exhuma des preuves suggérant une communication suspecte entre George, son père et les agents chargés de l'enquête. Comble de l'injustice, la seule pièce à conviction en sa possession s'était volatilisée, ajoutant une couche de mystère et de frustration à cette affaire déjà complexe. Un simple foulard, objet anodin en apparence, allait pourtant bouleverser une vie. Forte des éléments qu'elle avait patiemment rassemblés, Monica se tourna vers la justice, implorant le procureur de requalifier le décès de sa fille et d'enquêter sur George, l'homme qu'elle soupçonnait. Mais le représentant de la loi la renvoya à son statut de simple femme au foyer, suggérant qu'elle ferait mieux de consulter un spécialiste pour surmonter son deuil. Monica était seule face à son combat, ignorée de tous. Il fallut attendre l'année 2016 et une nouvelle vie fauchée par la main de George pour que la vérité éclate enfin. Alexandra Camarline Lanis, que l'on surnommait Compira, vouait une passion dévorante aux animaux, et plus particulièrement aux chats. Animée par ce fervent amour, elle entreprit des études de vétérinaire. Cependant, les stages pratiques s'avérèrent plus éprouvants que prévu, et elle dut renoncer à son rêve. C'est à l'âge de 31 ans qu'elle croisa le chemin de Georgie. Elle vivait alors dans le quartier paisible de Santa Dominga, à Coyoacán, entourée de ses 2 enfants, âgés de 12 et 3 ans, et de son frère Gabriel, trouvant dans la chaleur familiale un réconfort bienvenu. Elle avait donné naissance à son premier enfant, fruit de son union avec Juan Carlos, avant de se retrouver veuve en 2012. La douleur de la perte était d'autant plus vive qu'elle portait en elle une petite fille qui allait bientôt venir au monde. Après la naissance de sa fille, elle prit la décision de se consacrer entièrement à l'éducation de ses 2 enfants. Elle subvenait à leurs besoins grâce à 2 pensions et aux revenus locatifs de quelques appartements. Bien qu'elle chérissait sa mère, Margarita, Campira ressentait une connexion particulière avec sa tante Sandra, sœur de sa mère. Sandra était plus qu'une simple parente. Elle était sa confidente, une amie précieuse sur laquelle elle pouvait toujours compter. Campira avait dédié sa vie à ses enfants, mais au fond de son cœur, elle nourrissait le secret espoir de rencontrer un homme qui pourrait partager sa vie et devenir un père aimant pour ses enfants. Elle rêvait d'une nouvelle histoire, d'un nouveau chapitre rempli d'amour et de bonheur partagé. C'était une époque où les réseaux sociaux tissaient des liens inattendus, et c'est ainsi que l'amour frappa à la porte de Campira. Elle rencontra George, un homme de 38 ans qui se faisait appeler Joy Drago. Veuf, prétendait-il, et résident à Mexico. Derrière l'écran, George se montrait affable, loquace,
un séduisant aventurier orné de tatouages, un homme en apparence bon et bienveillant. Campira, naïve, tomba sous le charme dès leur première conversation, ignorant tout de la sombre réalité qui se dissimulait derrière cette façade enjôleuse. Elle ne savait pas encore que cet homme n'était qu'un criminel habilement déguisé. Une amitié virtuelle tissée au fil des échanges numériques se métamorphosa rapidement en une romance bien réelle. Leur idylle fut révélée à l'ensemble de leur cercle féminin lorsque Margarita partagea sur les réseaux sociaux un cliché où elle et son amoureux rayonnaient de bonheur. Les jours et les semaines s'évanouirent, et l'année 2016 toucha à sa fin. Le 28 décembre, Margarita fit la connaissance du compagnon de sa fille. Ce jour-là, Campira et Georges, accompagnés de leurs enfants, prirent de la route pour Acapulco afin de célébrer les fêtes de fin d'année dans la demeure de la mère de Margarita. Sur l'insistance de son compagnon, le couple prit la décision de retourner à Coyoacán, laissant les enfants derrière eux. Campira supplia sa mère de rester quelques jours de plus, jusqu'au 5 janvier, afin de profiter d'un repos bien mérité. La grand-mère accepta volontiers. À cet instant précis, elle était loin d'imaginer que 3 jours plus tard, sa fille serait retrouvée sans vie. Leur ultime conversation, empreinte de banalité, avait eu lieu le 30 décembre. Le lendemain, à l'aube du Nouvel An, Margarita tenta à plusieurs reprises de joindre sa fille par téléphone, mais ses appels restèrent sans réponse. Un pressentiment funeste commença alors à envahir son esprit, une angoisse maternelle inexplicable. Il était inhabituel, voire anormal, pour Campira de ne pas répondre, surtout en un jour aussi important. De plus, elle n'avait donné aucun signe de vie sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. Submergée par l'inquiétude, la mère finit par appeler Georges, le compagnon de Campira, dans l'espoir d'obtenir des nouvelles rassurantes de sa fille. Il lui confia, la voix tremblante, qu'une dispute les avait séparés et qu'elle avait choisi de célébrer le Nouvel An avec ses amis. L'inquiétude au cœur, Marguerite contacta une amie de la famille et la supplia de se rendre au domicile des Campira, espérant comprendre. Mais à son arrivée, elle fut accueillie par Georges, qui lui assura que la femme dormait profondément et ne pouvait être dérangée. Lorsque l'ami rapporta ses propos à Marguerite, un pressentiment funeste l'envahit. Le 31 décembre, entre 17h et 20h30, Georges ôta la vie à Campira par strangulation. De plus, il lui infligea de nombreuses blessures sur tout le corps, dont beaucoup furent causées par un objet non identifié, et lui coupa une mèche de ses longs cheveux. Il déposa délicatement son corps sur le divan, le recouvrant d'une couverture, ne laissant que le visage découvert. Pour détourner les soupçons, Georges manipula les commandes de la cuisinière à gaz, simulant un suicide. Il alla jusqu'à glisser une photographie de son défunt mari dans la main de Campira, orchestrant une mise en scène tragique où le chagrin l'aurait emporté. Vers 20h30, l'homme rassembla ses affaires et quitta les lieux. Au petit matin du 1er janvier 2017, la mère de Campira, impatiente de présenter ses vœux pour la nouvelle année, tenta de la joindre. En vain, le téléphone portable de sa fille restait désespérément éteint. Elle téléphona alors à son fils, Gabriel, le priant de se rendre chez sa sœur pour s'enquérir de la situation. À peine eut-il franchi le seuil de la maison qu'une forte odeur de gaz l'assaillit. Instinctivement, il se précipita vers la cuisine et coupa l'alimentation de la cuisinière. Son inquiétude grandissante, il partit à la recherche de Campira. C'est à ce moment qu'il la découvrit, étendue sur le divan, recouverte d'un châle, le diala. S'approchant prudemment, Gabriel constata, horrifié, que sa sœur ne donnait aucun signe de vie. De plus, il remarqua d'étranges ecchymoses sur son visage au niveau du menton. Ouvrant en grand la diala, le jeune homme découvrit Campira vêtu uniquement de sous-vêtements, les bras et les jambes constellés d'ecchymoses. Étrangement, malgré les taches de sang environnantes, la jeune femme semblait d'une propreté immaculée, comme si elle sortait tout juste d'un bain. Un détail frappa Gabriel. Une large mèche de cheveux manquait à Campira. L'absence de cette partie de sa chevelure les déconcerta profondément, car Campira était extrêmement fière de sa longue et soyeuse crinière. Jamais elle n'aurait pu se faire une telle chose. Le cœur brisé par cette découverte, le jeune homme alerta les autorités, puis sa mère. Cette dernière, anéantie par la nouvelle, ressentit une douleur vive, comme un coup de poignard. Ce jour-là, un pan de son monde s'écroula, et pas seulement pour elle,
mais aussi pour les enfants de Campira et le reste de sa famille. Une équipe médicale, escortée par des policiers, arriva sur les lieux quelques minutes après l'appel de Gabriel. Ils ne purent que constater le décès de Campira. Dans un premier temps, compte tenu des premiers éléments de l'enquête, la police pensa à un suicide. Une hypothèse que la famille de la défunte refusa catégoriquement. Elle était jeune, pleine de joie, aimait ses enfants et chérissait la vie. Une mèche de cheveux manquante, introuvable, ajoutait à l'inquiétude. Persuadée de l'innocence de Campira dans sa propre mort, sa famille réclama une enquête approfondie. L'expertise du juge Doumeid Sinskaya révéla la mise en scène. La cause du décès était l'asphyxie. Les marques sur son cou, l'état de sa trachée, témoignaient d'une pression intense, privant la jeune femme de son souffle vital. Outre les indices accablants tels qu'une mèche de cheveux arrachée et les ecchymoses recouvrant le corps, incompatibles avec une automutilation, l'affaire prit d'une tournure sombre. La procureure Koya Kana fut saisie de l'enquête, signe de la gravité du crime. Pourtant, les semaines s'égrenèrent sans avancée notable. Il fallut attendre plus de 2 mois et demi pour que la famille Campira, animée par la douleur et le désespoir, prenne l'initiative de pénétrer dans l'appartement où le drame s'était joué. Leur objectif était double, récupérer les effets personnels de la victime et peut-être dénicher un indice, une étincelle de vérité au milieu des ténèbres. Sur les lieux, l'ordinateur portable de Campira fut découvert, mais hélas, récemment formaté, le rendant muet quant aux secrets qu'il aurait pu révéler. Son iPad, une fois déverrouillé grâce à un mot de passe enfin percé, ne livra que des clichés pris bien avant sa disparition tragique. Déterminée à obtenir justice, la tante de Campira créa une page sur les réseaux sociaux, baptisée « Justice pour tous ». Elle y publia des photos de George, lançant un appel poignant à quiconque pourrait détenir des informations sur sa localisation. Un éco-sinistre parvint alors. Monica, la mère de Yanko, retrouvée sans vie en 2014, reconnut George sur les photos. Bouleversée, elle contacta immédiatement la famille de Campira. Un lien funeste, tissé par le destin, unissait désormais ces 2 mères endeuillées. Le destin frappa ces mères avec une cruauté implacable. Leur fille, emportée à 2 années d'intervalle, victime présumée du même prédateur. Animées d'une détermination farouche, elles menèrent leur propre enquête et découvrirent un schéma terrifiant. L'homme, un manipulateur habile, tissait une romance illusoire, isolant ses proies de leurs proches avant de commettre l'irréparable, maquillant ses crimes en suicide désespéré. Un détail macabre liait ces 2 tragédies. À chaque fois, une mèche de cheveux de la victime avait disparu, emportée comme un sinistre trophée. Armées de leur courage et d'une vidéo de surveillance dénichée chez un voisin, preuve accablante, elles remirent le tout à la police, espérant enfin obtenir justice pour leur fille perdue. L'analyse minutieuse des enregistrements révéla un détail troublant. George pénétra dans la demeure de la victime 6 heures après les faits initiaux, pour en ressortir un sac à dos lourdement chargé à l'épaule. Son séjour, qui s'étendit de 17h à 20h30, puis jusqu'à 31h, coïncidait étrangement avec la fenêtre temporelle estimée par les experts légistes comme celle du décès. Cette concordance macabre propulsa l'affaire dans une nouvelle direction, désignant George comme le suspect principal. Dès lors, une traque implacable fut lancée, mais l'homme s'était volatilisé, laissant derrière lui un mystère épais et angoissant. Il s'était volatilisé, plus aucune trace de lui dans ses lieux de travail habituels, silence radio sur les réseaux sociaux, isolement total. Son absence criait sa culpabilité, son silence l'accusait. Il avait fui. Quelques mois après le début d'une enquête infructueuse, la police mexicaine, à bout de ressources, fit appel à Interpol. Un mandat d'arrêt fut émis contre George, le traquant dans 192 pays. L'acharnement des maires de Campira et Yank, déterminés à obtenir justice, porta l'affaire à la une des journaux. On le surnommait désormais le tueur de fiancés, un prédateur qui séduisait, entamait des relations, puis s'enfuyait après avoir volé et, pire encore, tué. L'exposition médiatique de l'affaire permit à d'autres femmes, victimes de ses agissements, mais ayant survécu, de témoigner et de dresser un portrait glaçant de son modus operandi. Elles étaient jeunes, ces femmes, liées à jamais par le malheur d'avoir croisé le chemin de George.
Elles ont livré leurs souvenirs, leurs fragments de vie. Il les charmait, les enveloppait d'attention, se confiant jusqu'au moindre détail de son existence. Puis, une fois la relation établie, la douceur se muait en cruauté. Adriana, l'une de ses premières mères victimes, celle dont l'histoire a ouvert cette enquête, a témoigné avec courage, révélant les détails glaçants de son calvaire. Finalement, après 10 mois de cavale, le 24 octobre 2017, l'homme fut arrêté au Guatemala. Un coup de chance presque, lors d'une opération de routine de la police nationale civile à Livingston. Alors qu'il patrouillait, les autorités remarquèrent un homme à l'allure d'un sans-abri. Son comportement éveilla leurs soupçons et ils lui demandèrent son identité. La consultation de ses empreintes digitales révéla qu'un mandat d'Interpol était en cours contre lui. L'homme fut immédiatement conduit au centre d'accueil pour migrants de la capitale guatémaltèque et placé en détention. Les autorités d'Amérique centrale prirent aussitôt contact avec leurs homologues mexicains afin d'organiser son extradition. Le 25 octobre de la même année, il fut transféré à Mexico. Le lendemain, Jorge comparut devant le juge, suite à un mandat d'arrêt émis pour son implication présumée dans la mort de Campira. Il fut placé en détention provisoire pour une durée de 4 mois, en attendant son procès. Bien que l'homme soit désormais entre les mains de la justice, obtenir réparation pour la famille de Campira s'annonçait complexe. L'avocat de Jorge avait habilement manœuvré pour retarder la procédure pendant des années, usant de la procédure d'amparo. De son côté, la famille de Young menait également son propre combat. En mai 2021, 7 ans après les faits, une action pénale fut enfin proposée contre Jorge. En juin de la même année, le tribunal supérieur de justice de Mexico émit un mandat d'arrêt officiel pour son implication dans l'assassinat de Young. 16 mois après une longue attente insoutenable, en novembre 2023, Jorge Humberto Martinez Carcete, 45 ans, a finalement été reconnu coupable. La sentence est tombée, implacable. 52 ans et 6 mois de prison. Une maigre consolation pour les proches de la victime, mais une victoire amère, fruit d'une lutte acharnée pour la vérité. Si la famille Martinez a obtenu justice, le chemin reste encore long et incertain pour les proches de Campira. L'espoir d'un procès en avril 2022 s'est brisé sur les manœuvres dilatoires de l'avocat de la défense. La date est désormais fixée au 29 janvier 2024, laissant planer l'ombre d'une nouvelle attente angoissante. À ce jour, aucune information n'a filtré concernant une éventuelle procédure judiciaire. Sandra, la tante de Campira, et les autres membres de sa famille persistent dans leur quête de justice, déterminés à voir le coupable répondre de ses actes. Pour Margarita, la disparition de sa fille a été une épreuve déchirante. Accablée par le chagrin et l'absence de justice, elle a dû trouver la force d'élever ses 2 petits-enfants. Malgré tout, la famille garde l'espoir qu'un jour, le nom de Jorge sera associé à un verdict implacable. Ils savent que rien ne pourra ressusciter Campirou, mais ils aspirent à ce que justice soit rendue en sa mémoire.